Attention, cet épisode parle d'IVG et il peut faire remonter des traumatismes. Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, Élise a accepté de nous parler d'un événement pas facile qui est survenu dans sa vie il y a 10 ans. Élise est podcasteuse et a créé un podcast autour des sujets de parentalité qui s'appelle Prenons un café. Quand on a découvert sur ses réseaux sociaux qu'elle avait pratiqué une IVG, c'était évident pour nous que son témoignage avait sa place sur Sans Tabou. Alors qu'elle était étudiante, Élise tombe enceinte. Elle décide de ne pas garder cet enfant et de pratiquer une IVG. En 3 semaines, c'est fait et elle reprend le cours de sa vie normale. Mais c'est 10 ans plus tard qu'elle est enfin prête à faire le cheminement psychologique nécessaire pour elle. Elle parle de ce cheminement dans l'épisode, mais aussi du parcours médical pour pratiquer cette IVG et de l'importance que ce choix a eu dans sa vie. Je remercie grandement Élise pour son témoignage, mais aussi pour son engagement sur le sujet de l'avortement, qui, malheureusement, n'est pas encore un droit partout dans le monde, et même pas en Europe. On espère que cette conversation participera à lever le tabou et pourra aider les personnes qui en ont besoin. Bonjour Élise. Bonjour Manon. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté de te dévoiler sur le podcast. Écoute, une fois n'est pas coutume. Tu as l'habitude d'être de l'autre côté. Oui, j'ai envie de dire du micro, mais tu es du même côté du micro, mais... Et c'est pas moi qui maîtrise cette fois-ci. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, avant qu'on dise de quoi on va parler, me dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de ce sujet tabou, évidemment, sur le podcast ? Parce que de base, j'adore évoquer les sujets tabous. C'est un peu ma marque de fabrique et un peu ma passion. Et surtout parce que je pense que ce sujet-là, particulièrement, est vraiment, vraiment tabou. Moi, j'ai mis longtemps avant d'en parler publiquement. Et quand je dis publiquement, je dis même, publiquement dans le sens même dans ma famille. C'est un sujet que j'ai évoqué il y a peut-être, je dirais, parce que c'est quand même un truc qui est arrivé il y a presque 12 ans aujourd'hui, et donc j'ai dû mettre un peu moins de 10 ans avant d'en parler, donc c'est quelque chose de... Ah ouais. Ouais, donc, qui est très tabou, et justement j'avais envie de lever le tabou parce que j'en ai pas moi sur ce sujet-là, finalement, j'ai jamais regretté ce choix-là, je sais pourquoi je l'ai fait, et voilà quoi. Et puis parce que aussi, c'est un sujet qui sera toujours d'actualité, je pense, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui sont privés de ce droit-là, qui sont privés de ce choix-là aussi. Et pour toutes ces femmes-là, en fait, il faut en parler. C'est clair. Et du coup, on va dire de quoi on parle. Quel mot tu veux employer ? Parce qu'il y a différentes sensibilités, différentes personnes. Écoute, moi, j'ai pas de... j'ai fait une IVG, j'ai avorté, tous ces mots-là sont ce que j'ai fait, donc moi, me conviennent parfaitement. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu au début ? Tu nous racontes ton état d'esprit, ta situation au moment où tu as vécu ça. Ok. Alors moi, si on parle d'IVG, on parle de grossesse. Moi, je suis tombée enceinte en décembre 2009, à l'époque, pour la première fois. J'avais 20 ans. J'étais étudiante en art du spectacle, loin de l'idée de fonder une famille et loin de tout ça tout court. J'étais en couple avec quelqu'un, c'est une histoire assez fusionnelle, passionnée, qui a été aussi éphémère que forte en fait.
Et voilà, j'étais vraiment très amoureuse de ce garçon, lui aussi. Et voilà, on vivait une relation hyper forte. Et puis un oubli de pilule, on va dire. Ouais, enfin, c'est ça. Un oubli de pilule est arrivé en cours de route et paf. C'est fatal. Je pense que je suis quelqu'un d'assez fertile, a priori. Oui. Et donc voilà, et puis 15 jours après cet oubli de pilule-là, j'ai fait un test qui s'est avéré positif. Et voilà, non, ma vie se passait relativement simplement. Enfin, j'étais en 3e année de licence, voilà, une vie d'étudiante assez classique, quoi. Est-ce que tu savais si tu voulais des enfants dans ta vie ? J'ai toujours su que je voulais des enfants. Quand j'avais, à l'âge de 15 ans, je m'imaginais pas forcément avec des enfants, mais je m'imaginais enceinte. C'est quelque chose qui m'a toujours très intriguée. J'ai toujours voulu connaître ça. Alors, je gonflais mon ventre, tu sais, sous la douche, un peu pour voir ce que ça faisait. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intriguait. Moi, je savais que j'aurais des enfants un jour, ouais. Le jour où tu tombes enceinte, quelles questions tu te poses ? Est-ce que tu te dis, c'est le moment, même si c'est pas forcément d'actualité, parce qu'on sait que les études, c'est prenant, etc. Mais est-ce que tu te dis, bon, c'est ma chance, j'ai toujours voulu être enceinte quelles questions tu te poses, en fait ? En fait, je me pose pas de questions. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce test positif, je me suis pas posé une seule fois la question si j'allais le garder. Pour moi, c'était évident qu'un enfant n'avait pas de place dans ma vie, qu'une grossesse n'avait pas de place dans ma vie. Et alors, avec 12 ans de recul finalement, parce que c'est ça, que c'était pas avec cette personne-là non plus que je devais faire un enfant. Et en fait, même à ce moment-là, si tu veux, pour moi, c'est pas un enfant. C'est un accident de parcours. Et ça peut heurter, hein. Je sais que mes mots peuvent être violents, je le sais. Ouais. Et je m'en excuse d'avance, hein, d'ailleurs, si ça heurte des personnes, ce que je raconte. Mais en tout cas, c'était mon ressenti à ce moment-là. Ça n'a jamais existé pour moi. Ça n'a jamais été... en tout cas, alors, ça n'a jamais, c'est faux. Aujourd'hui, c'est différent et on en reparlera, je pense, après. Ouais. Mais en tout cas, il y a 12 ans, pour moi, j'étais enceinte, oui, d'une chose qu'il fallait faire partir, oui, mais pas d'un enfant. Ok. Tu te sentais pas, à aucun moment, tu t'es sentie mère de cet enfant ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors du coup, est-ce que je dis le papa, ton compagnon, ton Alors, copain, c'est compliqué parce que je dis l'ai quoi ? jamais vu comme le papa non plus, Ouais. parce que c'était pas... Vu que ça, je le projetais pas, donc c'était pas le papa. Pour moi, c'était... Ton copain. C'était mon copain de l'époque et Ok. qui était très impliqué, mine de rien, sur la relation. Et oui, c'était avec lui que cette grossesse est arrivée et c'était mon copain de l'époque, ouais. Est-ce qu'il a été impliqué dans cette décision de ne pas garder Alors, oui et non. En fait, si tu veux, quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit tout de suite. Et il a eu une réaction à la fois hyper géniale, dans le sens où il m'a dit que quoi que je décide, il serait toujours là. Et que quoi que je décide, il m'accompagnerait et il me soutiendrait dans ma décision. Mais en même temps aussi un peu finalement lâche, parce qu'il n'y avait pas de décision de sa part, en fait, finalement. Ouais. Bon, après... Je lui ai pas non plus tellement laissé la décision dans le sens où moi c'était déjà clair, mais avant même que je lui dise ce que je voulais faire, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc c'est génial parce que peut-être si j'avais gardé ce bébé, il aurait été là, c'est sûr. On n'aurait peut-être pas fini les 9 mois ensemble finalement non plus. En fait, on n'en sait rien finalement. C'est un peu compliqué de refaire l'histoire. Mais en tout cas, ouais, sa réaction, ça a été de me laisser pleinement le choix de cette décision-là qui était déjà prise de toute façon. Et tu disais que c'était un oubli de pilule. C'était toi qui portais entièrement la charge contraceptive du couple ? Alors, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On est en 2009. Ouais. On parle pas de charge de contraception comme on en parle aujourd'hui. On parle pas non plus de l'impact de la pilule sur le corps de la femme comme on en parle aujourd'hui. Tous les scandales sur les pilules sont pas sortis à ce moment-là. Donc, c'est une autre époque. Hein. C'est il y a plus de 10 ans. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est même pas une question que je me suis posée, qu'on s'est posée sur cette charge de contraception. Juste quand on s'est mis ensemble, je prenais déjà la pilule et que ça n'avait rien à voir avec lui. C'était dans mon quotidien. Donc, en fait, c'est une question qui s'est même pas posée, en fait. Et tu as eu du coup, est-ce que ça t'a impliqué une culpabilité ? Tu t'es dit que c'était de ta faute ? Jamais. Jamais, parce qu'en fait... moi, je crois pas au hasard, en fait. Non, mais vraiment. Alors oui, je sais, ça fait 5 minutes qu'on enregistre. J'ai déjà dit cette phrase que je dis tout le temps, mais c'est vrai. Je crois pas au hasard. Je pense que c'est pas ma faute.
c'est pas ma faute si je suis tombée enceinte. C'est la faute à pas de chance. Parce que je pense que... Parce qu'on me dit un oubli de pilule, mais c'est un oubli sur une plaquette d'une pilule que je prenais déjà depuis 4 ans. Donc en soi, je veux dire... C'est humain. Voilà, la pilule, peut-être qu'avant, je me souviens même pas, je saurais pas dire, mais je l'ai certainement déjà oubliée avant ce moment-là, et c'est pas arrivé, mais il suffisait pour moi de l'oublier à un moment T pour que ça arrive, et donc non, j'ai jamais culpabilisé de ça. On m'a un peu essayé de me faire culpabiliser de ça, mais moi j'ai toujours su au fond de moi que c'était pas ma faute. C'était pas ma faute, on était deux sur ce moment-là. C'était pas ma faute, c'est juste que à mon avis il était très fertile et moi aussi et voilà, c'est la faute à pas de chance entre guillemets quoi. Enfin je dis pas de chance, en même temps je mesure aussi aujourd'hui de dire pas de chance parce que je sais aussi que c'est une chance d'être fertile comme moi je le suis, de ne pas avoir de difficultés à tomber enceinte. Je sais aussi que c'est une chance, c'est pour ça aussi que c'est difficile et que ça a été difficile pour moi d'en parler pendant longtemps. Tu t'es pas posé la question sur le moment de savoir si t'allais peut-être pas pouvoir retomber enceinte derrière? Non, je me suis dit au contraire que il fallait faire attention après, vraiment être très très prudent parce que justement je savais que ça pouvait arriver vite. Ouais. Est-ce qu'on peut venir un peu sur le processus, Bien comment sûr. ça se passe très concrètement, médicalement un peu? Déjà, est-ce que c'était un IVG médicamenteux ou par aspiration, c'est ça l'autre? Ouais, alors aspiration, on utilise ce terme-là, en tout cas à l'époque c'est ce qu'on utilise, il y en a d'autres aujourd'hui. Je ne l'ai plus en tête là. Oui, c'était une IVG. Ah, pourtant, ça a été pris très à temps. Si tu veux, moi, j'ai découvert ma grossesse avant même mon retard de règles. Ah oui. Je le savais. En fait, et hasard du calendrier total, même s'il n'y a jamais de hasard. En fait, moi, je suis tombée enceinte mi-décembre. Donc, j'ai appris ma grossesse pendant les vacances de Noël. Et j'habitais loin de... Enfin, j'avais ma gynéco là où j'habitais, chez mes parents, qui était loin. Et donc, j'avais profité des vacances de Noël pour prendre mon rendez-vous annuel chez ma gynécologue à l'époque, qui avait lieu le lundi des vacances. Le lundi, j'y vais, elle me fait un examen et tout. Tout va bien, machin. Sauf qu'en fait, j'étais enceinte et je le savais pas. Et elle non plus d'ailleurs, parce qu'elle a pas... je me souviens plus si on avait fait un frottis ou c'était un examen de routine. Mais en tout cas, elle m'a examinée, ça je sais, je m'en souviens, et il n'y avait pas, elle n'a pas vu la grossesse, elle a pas, mais c'était tout récent. Hein. Mais si tu fais pas une écho, tu peux pas. Et puis c'était pas, c'était pas le sujet. Et donc ça, c'était le lundi, j'étais censée avoir mes règles, genre le mercredi ou le jeudi, un truc comme ça. Donc voilà, et on en discutait d'ailleurs, on dit oui, je vais bientôt avoir mes règles. Avec la pilule, c'était assez facile, je veux dire, il n'y a pas de surprise, c'était tout le temps la même chose. Donc voilà, le mercredi arrive et j'ai pas mes règles et je sens qu'il y a un truc qui est pas logique au-delà de... et donc du coup, je décide d'aller acheter un test de grossesse. Je fais pipi dessus, il s'avère, il est positif très vite. Hein. Très très vite. Donc pas de surprise en fait, finalement, pas de surprise. J'en parle à mon copain de l'époque, je pense le soir même ou le lendemain, quand on se voit quoi. Et pas de surprise, le plus difficile, je crois que c'était même pas l'annonce à mon copain de l'époque, c'était l'annonce à ma mère. Ouais. Parce que, c'est particulier, j'étais jeune, j'étais très jeune et j'étais un bébé à l'époque. Et un bébé qui fait un bébé, c'est particulier. Donc voilà, c'est ça qui a été plus difficile. Et en fait, une fois que j'en ai parlé à ma mère et que je suis allée voir mon médecin, en fait, ça a été très vite mis en place. Mon IVG, elle a eu lieu le 15 janvier. Donc très vite, j'aurais pu faire une IVG médicamenteuse, mais dans la clinique où je suis allée, ils ne le pratiquaient pas. Donc ça s'est fait par aspiration sous anesthésie générale. Ok. Mais ça a été très vite, très très vite. Et il y a des rendez-vous un peu clés entre, du coup, à peu près mi-décembre et mi-janvier. La particularité, c'était qu'on était pendant les vacances de Noël, donc pendant les fêtes, avec des difficultés à avoir des rendez-vous, et moi je voulais que ça s'arrête très vite. Et on est dans une région un peu désertique, désert médical. Il n'y a pas de... Alors, à l'époque, il y en avait plus qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais il n'y avait pas 36 000 endroits où on pouvait pratiquer une IVG, donc c'était dans une clinique. J'y suis allée, j'ai pris un rendez-vous avec un gynéco que je ne connaissais pas, du coup, parce que moi, ma gynécologue travaillait dans un endroit où on ne pouvait pas pratiquer d'IVG. Donc moi, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, on a fait une prise de sang, mon médecin généraliste de l'époque. On a fait une prise de sang pour confirmer la grossesse quand même, parce que la test urinaire c'est bien, mais il faut confirmer par une prise de sang.
Et très vite, j'ai pris un rendez-vous chez ce gynécologue. J'ai été reçue, je ne sais même plus combien de temps après, mais il me semble que c'était encore les vacances, donc c'était entre Noël et Nouvel An. Il m'a examinée, on a fait une échographie. Et en fait, c'était tellement petit qu'on voyait, enfin, c'était un point. Enfin, il n'y avait rien, il n'y avait pas de battement de cœur, il n'y avait rien à ce moment-là. Donc c'était un point, moi je regardais un peu, mais en fait je pensais qu'il y avait un truc, il y avait une forme de bébé, c'était ma vessie, donc vraiment rien à voir. J'ai dit, tu vois, ça peut pas grossir aussi vite quand même, c'est assez étrange. Et voilà, un point. Le gynécologue m'a demandé une fois ce que je voulais faire. J'étais avec ma mère quand on est allé à ce rendez-vous-là. Il m'a demandé ce que je voulais faire une fois. Je lui ai dit, je veux pratiquer une IVG. Il dit, ok. On a pris le rendez-vous et voilà, c'est tout. Et c'était tout. Je sais que je pense que normalement il y a des délais de réflexion. Alors certainement que c'était compris entre ce moment-là et le jour de l'IVG et que ça comptait peut-être comme un moment de réflexion. Mais à aucun moment, et je mesure ma chance, à aucun moment mon choix n'a été questionné. À aucun moment on m'a demandé si j'étais sûre. Et ce gynécologue un peu abrupt d'apparence et peut-être pas très dans la psychologie et tout ça, n'a jamais quand même remis en doute ou remis en cause mes choix, ne m'a jamais culpabilisée non plus, et je sais que c'est une chance. Alors peut-être qu'à ce moment-là, j'ai trouvé ça justement un peu trop abrupt, un peu trop... on m'a jamais demandé ce que je ressentais, par exemple. Ok. Jamais. Et peut-être que j'aurais eu besoin, même si en fait finalement, peut-être que je ne le savais pas. Et bon, ça a été très très vite. Je suis sortie de ce rendez-vous avec le gynéco, je suis allée à l'accueil pour prendre un rendez-vous pour une IVG et j'avais ma date et voilà quoi. Et après j'ai continué ma life. Il y a eu un rendez-vous, comme c'était sous anesthésie générale avec un anesthésiste. À l'époque, j'avais pas de carte de groupe sanguin, donc j'ai dû faire des examens sanguins pour déterminer mon résus et avoir une carte de groupe sanguin pour l'anesthésie justement. Et comme moi j'ai un résus négatif, il y a une piqûre à faire, non, c'est une injection. Il me semble que c'est une injection à faire parce qu'en fait, si tu veux, et ça c'est dans le cas de toutes les grossesses, quand tu as un résus négatif et que ton partenaire a un résus positif, il y a un risque de confusion en fait. Si par exemple il y a une perte de sang de la part de l'embryon du fœtus dans mon corps, en fait ça peut provoquer un rejet et provoquer des fausses couches à répétition par la suite. Je connaissais pas forcément le résus de mon mec à l'époque, mais en tout cas par précaution on l'a fait. Donc il y avait ça. Et donc rendez-vous chez l'anesthésiste, question classique, est-ce que vous avez des problèmes de cœur, de tension, de dos, enfin voilà, comme toute opération finalement, et puis voilà quoi, c'est tout. Aucun rendez-vous psychologique, non, psychiatrique, rien. Non, mais je pense qu'en fait c'est pas obligatoire, hein. Enfin, y a pas je sais pas. Non, je crois pas que ce soit obligatoire, au contraire justement, dans les centres qui sont justement anti-IVG, ils mettent ça en avant et pour empêcher les femmes d'avorter. Moi, c'était pas mon cas. Je crois que j'étais très chanceuse sur ça. Et jamais, du coup, tu disais que ce gynécologue ou même dans le processus médical, on n'a jamais remis en cause et on t'a jamais culpabilisé, mais jamais de jugement non plus, parce que c'est encore différent le jugement. Dans le personnel médical, non, jamais. Trop bien. Jamais. C'est pour ça que je sais que j'estime avoir eu énormément de chance parce que... En fait, mais alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de ce qui ne va pas. Des problèmes dans les services médicaux, des problèmes... Et c'est bien d'en parler, il faut en parler parce que justement, ça ne devrait pas arriver. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'endroits qui sont des safe places et où on est bien accueilli, on n'est pas jugé, ça existe aussi. Et c'est important pour moi de le dire parce que... pour aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui ne sont pas dans le jugement et qui comprennent qu'un accident dans un parcours de vie, ça existe, que personne n'est à l'abri et que les moyens de contraception ne sont pas fiables à 100% non plus. Donc que j'ai oublié ou pas cette pilule, de toute façon, ça aurait pu m'arriver. Donc c'était pas de ma faute et voilà, c'est tout. Ça existe en fait beaucoup, mais le truc est, le fait est que quand ça se passe bien, on n'en parle pas. Parce que ça se passe bien et qu'il n'y a rien à dire, en fait, tout simplement. Mais c'est bien d'en parler. Non, c'est bien. Et côté personnel, un peu, au niveau de ta famille, tu as dit que tu en avais parlé à ta mère. Est-ce que tu en as parlé plus largement? Est-ce qu'il y a eu du jugement? Est-ce qu'on a essayé de te remettre en question De me dissuader, jamais. C'est-à-dire que mon entourage proche a toujours été en accord et même plutôt encourageant sur ce choix-là.
J'en ai parlé donc à ma mère qui a été très surprise et qui, dans mon souvenir, n'a pas forcément jugé, mais par contre m'a jamais posé la question vraiment de ce que je voulais. Elle était partie du principe, avant même de me demander que l'IVG était la solution. Bon, il s'avère que oui, c'était le cas pour moi. J'aurais aussi pu avoir une envie inverse. Et peut-être que, en fait, je pense que ça aurait été plus compliqué à faire avaler la pilule si j'avais décidé de garder cet enfant. Ouais. Alors que l'IVG, non. Voilà. Par contre, un peu de culpabilisation dans le sens où elle m'a dit, et je pense que c'est aussi le choc qui a parlé, ensuite de se rendre compte que son bébé n'est plus un bébé, ça doit être quelque chose, de me dire que j'aurais pu faire attention, que j'aurais pu être plus prudente, que malgré toute la prévention qu'elle avait fait, parce que la prévention sur la contraception, moi j'y ai été sensibilisée très tôt, ça n'a jamais été tabou chez mes parents, chez moi. Ma mère, quand je lui ai demandé pour prendre la pilule à 16 ans après être en couple avec mon premier petit copain, elle m'a dit ok. Elle m'avait même dit en amont, alors que je n'avais pas de petit copain, que si le jour où je le voulais, j'avais juste à lui dire et on prendrait un rendez-vous chez un gynéco et qu'on le ferait, que voilà, qu'il fallait que je lui dise et qu'elle préférait savoir en fait. Donc j'étais très bien entourée sur les sujets de contraception. Et que, en fait, ouais, son retour, c'était plutôt de me dire, bah purée, même avec toute la prévention que j'ai pu faire, ça t'est quand même arrivé, un peu en mode, ben, t'aurais pu faire gaffe parce que je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas de ma faute. Oui. Voilà. Avec mon père, ça a été plus compliqué. Parce que c'est des sujets qu'on n'abordait pas forcément. Puis je pense que se rendre compte que c'est encore une fois que sa fille a une vie sexuelle, ça va être compliqué aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, ça l'était pour lui. Il a eu des mots très durs. Des mots qui sont encore là, que je tairai par respect, mais qui étaient très durs et qui n'étaient pas simples. Ça n'a pas été simple cette période-là, cette relation entre mon père et moi à ce moment-là, ça n'a pas été simple. Mais ouais, je pense que c'était dur pour lui, c'était dur plus dans cette relation-là. Bon, ma sœur était au courant, mais bon, c'est ma sœur, elle était là, voilà, c'est tout. Mais sinon, après, j'avais pour ordre, entre guillemets, d'en parler à personne d'autre dans ma famille. J'avais pas le droit d'en parler. Parce que c'était une honte, un tabou. Parce que c'était une honte, je pense, ouais, parce que c'était un tabou, parce qu'autour de nous, il y avait des personnes qui avaient peut-être du mal à concevoir un enfant et que dire, que c'était un peu mettre au nez de tout le monde que, hey, moi, je suis enceinte et je vais pas le garder. Et pour des raisons complètement obscures qui sont, à mon sens, un peu bêtes aujourd'hui, qu'ils l'étaient à l'époque. Et voilà, non, j'ai pas pu en parler à d'autres personnes de ma famille que mon cercle très proche, qui était mes parents et ma sœur, quoi. Ok, on va juste avancer un peu. Tu fais cette opération sous anesthésie générale et physiquement, déjà, j'ai oublié de poser la question, est-ce que tu as eu des symptômes de grossesse, des nausées, etc. ou pas du tout? J'ai pas eu de nausée, mais j'en ai pas eu non plus pour ma deuxième grossesse, donc voilà. J'ai pas eu de nausée, par contre, j'avais très mal au sein. C'est quelque chose qui m'a choquée. Je pensais pas, je savais pas surtout, c'était un truc qui m'intéressait pas encore à ce moment-là, et j'ai eu très très mal au sein, ce qui m'est aussi arrivé à ma deuxième grossesse d'ailleurs. J'avais une douleur qui était, ça grattait, c'était vraiment très inconfortable, et c'est arrivé très vite d'ailleurs, très vite, et c'est reparti aussi vite d'ailleurs juste après l'IVG, mais c'est le seul symptôme que j'avais, et j'avais pas mes règles bien sûr, oui. Mais sinon c'est le seul symptôme que j'avais. Et donc, après l'opération, physiquement, comment ça se passe? Est-ce que t'es rétabli quasiment tout de suite ou est-ce que c'est long pour le corps? Là, on va parler du corps et on parlera de l'esprit après. Ouais, écoute, mon corps a pas... C'était très vite, si tu veux. Moi, quand j'ai fait cette IVG, j'étais à 1 mois de grossesse. À 4 semaines d'aménorrhée. Donc, d'aménorrhée... Non, pardon. Aménorrhée, c'est entre le retard de règles et le stade de la grossesse. J'étais à 3 semaines d'aménorrhée et à peu près 5 semaines de grossesse. Donc, c'était vraiment tout petit. Je pense que quand l'IVG a eu lieu, il n'y avait même pas de cœur, en fait. Ou alors, à peine. Donc, mon corps a très bien réagi. L'anesthésie ne m'a pas chamboulé plus que ça. Je suis rentrée chez moi. C'était une hospitalisation de 2 jours. Je suis rentrée le matin et je suis repartie dans l'après-midi. Je me suis reposée ce jour-là, mais le lendemain, j'étais sur pied, quoi. J'avais pas vraiment aucune séquelle physique, vraiment aucune. Même de la fatigue, j'en avais pas plus que ça. Ça a été une libération pour moi, en fait, de faire ce... Ah ouais. Oui. Oui, parce que j'entendais... du coup, pour préparer l'épisode, j'ai écouté un peu
comment ça se passait les IVG, parce que j'ai jamais pratiqué et j'en ai jamais parlé en fait autour de moi. Et j'entendais des gens raconter les IVG médicamenteuses. Ça avait l'air très dur, physiquement aussi. Et donc, effectivement... Là, Mais il y a une grosse différence entre l'IVG médicamenteuse et l'IVG par aspiration. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu on en dégueulasse, utilise un un peu autre gore. alors. Je sais pas tellement lequel utiliser, mais en même temps, c'est un peu ça quand même. Hein. Mais c'est par curetage, ça s'appelle un curetage. C'est pas mieux. Oui, non, Mais en même temps, c'est pas non plus une intervention qui est très glorieuse. Hein. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Il y a un moment où il faut mettre les mots aussi sur ce que c'est. Donc, on utilisera les mots sur ce que c'est. Et en fait, la différence entre l'IVG que j'ai vécu et l'IVG médicamenteuse, c'est que quand tu es sous anesthésie générale, tu vois rien. Donc, l'aspiration, le curetage, l'expulsion de l'embryon, moi, je l'ai pas vu. Alors que sur une IVG médicamenteuse, tu ressens tout. Oui. Et elle est là la différence, et je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon si... peut-être que j'aurais pu l'intégrer aussi et me rendre compte plus facilement de ce qui m'était arrivé et pas mettre autant de temps avant le process. Mais ouais, c'était plutôt... je suis entrée à l'hôpital, j'étais enceinte, je suis ressortie, je l'étais plus, mais de toute façon, je voulais plus l'être. Et c'est comme si c'était un non-événement. Alors que sur une IVG médicamenteuse, c'est vrai que tu prends le médicament, tu as des contractions. De l'utérus, moi, j'en ai jamais eu. Ouais. T'as des contractions, et puis t'as l'expulsion surtout. Qui, il paraît, je crois les femmes qui le disent, se sent en fait. Ah bah oui, et se voit. Tu le sens parce que même si c'est très, très tôt dans la grossesse, c'est quand même plus que des règles. C'est quand même plus gros. Et donc, bien sûr que tu le sens. C'est le même processus qu'une fausse couche. Tu le sens, c'est évident. Et donc, tu sens tout. Tu le vois sortir. Tu vois, si ça arrive dans les toilettes, tu vois ton embryon dans les toilettes. Tu vois tout ça. Et c'est quand même pas quelque chose de facile. Ouais. Et t'as les douleurs qui vont avec. Moi, j'ai eu la chance. Et honnêtement, c'est parce qu'on m'a pas posé la question sur le choix, mais je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais fait ce choix-là d'être sous anesthésie générale et de pas le voir, parce que ça doit être quelque chose de vraiment très difficile à vivre, tant dans la douleur du corps que dans la douleur de l'esprit. Ouais. Bon, après, t'as vécu une grossesse, un accouchement, la douleur du corps, tu sais. Oui, aujourd'hui, mais j'ai vécu ça 7 ans après. Ouais. De quelque chose qui était choisi. Oui. C'est quand même pas la même évidemment. chose. Ouais. Et tu disais que tu avais mis du temps à process l'événement. Ouais. Je sais pas comment tu veux l'appeler, événement. Bref. Peu importe, voilà, ouais. Et t'as mis combien de temps? Et est-ce que vraiment t'es sortie de l'hôpital, c'était un peu comme oublié, comme tu n'en as plus jamais reparlé Alors, c'est pas que j'en ai plus reparlé. Parce que j'en ai reparlé après. En fait, quand je suis sortie de l'hôpital et le lendemain, en fait, j'ai repris ma vie comme avant. J'en ai un peu parlé. En fait, j'en avais parlé à mes copains de fac à l'époque pour leur expliquer ce que je vivais aussi, parce que j'avais besoin d'en parler, mais comme d'un événement qui m'arrivait, mais pas comme de quelque chose à soigner. En fait, j'ai repris ma vie comme avant, en faisant comme si ça n'était pas arrivé. J'ai agi comme si ça n'était pas arrivé pendant plus de 10 ans. Et c'est ce que je te disais en off, c'est que c'est intéressant de faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai plus du tout le même rapport à cette IVG et le même regard sur cette IVG que ce que j'avais à l'époque. À l'époque, j'ai continué ma vie et j'ai fait comme si ça n'existait pas. Et je pense que c'est ce qui a aussi mené à la fin de ma relation avec mon compagnon de l'époque, parce que pour lui, c'était pas le cas. Pour lui, et je l'ai su qu'après, mais parce que je pense qu'il voulait pas m'en parler parce que c'était moi qui vivais les choses dans mon corps. Et qu'il a été très respectueux de la façon dont j'avais envie de le vivre et de vouloir passer à autre chose aussi vite. Sauf que lui, c'était pas son cas. Et qu'en fait, c'était une partie de lui aussi, qu'il l'avait peut-être vécu différemment, que ça l'avait impacté plus que ce que j'avais imaginé ou ce que j'avais laissé imaginer aussi. Et en fait, plus le temps a passé et moins j'ai eu envie d'avoir de choses qui me rappelaient ce moment-là. Et donc la relation s'est détériorée très vite. En 4-5 mois, c'était terminé et sans tellement d'explications de ma part. Et c'est moi qui ai terminé la relation d'une façon pas très clean, en toute honnêteté. Je suis pas fière de ce moment-là de ma vie. Je suis pas fière de ce que j'ai pu lui faire subir, entre guillemets, et de la douleur qu'il a dû ressentir à cause de moi. Je sais que, voilà. Aujourd'hui, je sais aussi que c'était un moyen de survie aussi, un moyen psychologiquement de protection. Je pense que cet événement a été bien enfoui dans mon inconscient.
et que j'avais besoin de ça et que en fait c'était le seul moyen pour moi de passer au-dessus et d'aller de l'avant et voilà donc j'ai vraiment enfui cet événement. Après j'ai vécu un peu plus tard quand même quelques mois plus tard une relation avec quelqu'un d'autre qui faisait déjà partie de mon entourage au moment où j'ai vécu cette IVG donc qui était au courant et voilà je l'avais évoqué un peu mais sans plus que ça. Et voilà, mais après, et puis cette relation s'est terminée. Et quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, je lui en ai aussi parlé parce que, on raconte son histoire quand on rencontre quelqu'un, mais comme une partie de mon histoire, un événement qui m'était arrivé, tout comme j'aurais pu dire, je me suis cassé le pied. Un événement médical, mais publiquement, en tout cas, j'en parlais pas. Mais c'est quand même, moi, mon conjoint actuel, il n'est pas forcément au courant que je me suis cassé le pied. C'est quand même, c'est quand même quelque chose qui est pas, que tu racontes pas. Est-ce que tu lui as raconté toutes les fois où tu t'es cassé le pied? Alors en fait, en vrai, la vérité, c'est que je me suis jamais vraiment cassé le pied. J'ai fait des entorses, mais non. Voilà, tu vois, oui. c'est quand même un truc qu'on raconte pas. Ouais, mais c'est pas un événement non plus. Enfin, c'est un événement qui fait partie de ma vie et qui, de toute façon, est questionné à partir du moment où aussi tu veux un enfant, parce que quand tu tombes enceinte ou quand tu souhaites un enfant, on te demande de toute façon si tu as déjà été... parce que cette grossesse est considérée comme une grossesse. C'est-à-dire que ma fille est ma deuxième grossesse. Ma fille aujourd'hui est considérée comme ma deuxième grossesse médicalement. Et aujourd'hui, psychologiquement aussi, mais ça, c'est très récent. C'est très, très récent. Mais en tout cas, médicalement, oui, ça a toujours été noté dans mon dossier médical. Alors moi, même enceinte de ma fille, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Hein. J'étais pour moi enceinte pour la première fois. C'était mon premier enfant. Alors que dans mon dossier médical, et c'est bien écrit. Il y a même, je sais pas, j'ai 1 an, je suis allée aux urgences gynécologiques pour une douleur qui était complètement anodine. Il n'empêche que quand on m'a posé la question, on m'a demandé si j'avais des enfants, j'ai dit oui, 1. On m'a demandé combien de grossesses j'avais vécu, eh bien 2. Et sur mon dossier médical, c'est écrit 2. Et pour tous les examens que j'ai, c'est pris en compte. D'accord, ok. Donc ça, de toute façon, ça reste gravé à vie, quoi. Ouais, et dans plein de sphères. Énormément de sphères. Dans la sphère... En fait, c'est gravé dans ma vie. C'est gravé dans la vie de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Et c'est aussi gravé dans le patrimoine génétique de ma fille. D'accord. Donc, en fait, ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon schéma familial. Ça fait partie C'est un événement qui m'est arrivé et qui, en fait, qui m'est arrivé. La grossesse m'est arrivée, l'IVG, et je l'ai choisi. Ouais. C'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus parce que c'est vraiment un choix. Et c'est important qu'on ait ce choix-là. Parce que moi, cette IVG a sauvé ma vie. Même si j'étais pas en danger de mort immédiate, j'étais dans une vie assez confortable, d'étudiante lambda, mais je sais que cette IVG a sauvé ma vie. Et d'ailleurs, quand je me suis réveillée de mon anesthésie générale, la première chose que j'ai dit, et je m'en souviens très bien, j'ai pleuré. Et j'ai regardé l'infirmière et je lui ai dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Aujourd'hui, je mesure pleinement ce que cette phrase a voulu dire. À ce moment-là, j'ai dit « J'étais droguée, quoi ». Et l'infirmière était très sympa, elle m'a dit « Oui, si vous voulez ». Mais qu'est-ce qu'elle me raconte n'importe quoi. Mais ouais, non, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime que tu abordes forcément avec la personne avec qui tu es, avec la personne en qui tu as pleinement confiance. Je veux dire, des copains pas sérieux entre ces 2 relations très sérieuses que j'ai eues après mon IVG, je leur en ai pas parlé. Je l'ai pas abordé parce que ça avait pas de sens, en fait. Mais une relation profonde et sérieuse où tu évoques un petit peu tes blessures et ce qui t'est arrivé, là, ouais, tu l'abordes, en fait. C'est comme ça. Bien. On va venir sur ce process que tu as fait récemment. Donc, est-ce qu'il y a eu un déclic? Non. Il a fallu vraiment tout ce temps, du coup, et ça n'a pas été juste du jour au lendemain, tu t'es dit... Alors, en fait, c'est compliqué parce que je
Je sais que ça peut paraître compliqué, mais je peux pas raconter toute l'histoire parce que ça n'implique pas que moi et que c'est des choses assez traumatisantes et qui ne regardent vraiment pas que moi, qui font pas partie que de mon histoire. Il n'empêche que, euh, en fait, récemment, j'ai entrepris un travail sur moi. Alors, ça a commencé il y a plutôt longtemps avec l'arrivée de ma fille où pendant ma grossesse, j'ai eu le besoin de faire une thérapie avec une psychologue, donc une psychothérapie. Mais ce sujet n'a pas été abordé pendant cette psychothérapie. Et récemment, j'ai entrepris pas mal de travail sur moi pour débloquer plein de choses dans l'inconscient parce que je sais qu'il y a des choses très lourdes dans mon histoire générationnelle aussi. Donc j'ai entrepris un travail d'hypnothérapie et de sophrologie et de beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est dans ce travail d'hypnothérapie que je me suis rendu compte de la place qu'avait cet événement en fait dans ma vie. Parce qu'en fait, il se trouve qu'on a tous une place attitrée dans notre génération, dans notre transgénération, qu'on soit aîné, cadet, enfin dernier, dans notre fratrie ou alors même dans tout ce qui est avec nos ascendants, parents, grands-parents et tout ça. Et c'est en faisant justement le schéma de ça, mon hypnothérapeute me demande... Enfin voilà, on me demande, bah, j'ai une fille, machin, et elle est à cet endroit-là. Et à un moment, elle me demande, elle me demande si dans ma famille il y a eu des fausses couches ou des avortements, et je lui dis non, non. Elle me dit parce qu'en fait, autant les fausses couches, alors c'est horrible de dire ça, et je suis navrée pour les personnes qui pourraient l'entendre, mais que les fausses couches ne comptent pas comme quelqu'un qui a une place définie dans une fratrie. Parce que c'est pas volontaire, enfin le décès n'est pas volontaire. Alors qu'un avortement, oui, parce que c'est un choix. Donc à partir du moment où c'est un choix, il y a une place définie. Je dis ah bon, bah du coup moi j'ai pratiqué une IVG il y a machin. Et donc du coup sur son petit papier, elle dit ah d'accord. Et donc il y a ma fille, il y avait ma fille et rien. Et donc du coup il y a eu une croix qui s'est mise avant ma fille. Et là ça m'a fait comme une vague de me dire, en fait, bah déjà, ma fille n'est pas mon premier enfant, même si je l'ai cru longtemps. Et ça résonne particulièrement dans mon histoire parce que moi, je ne souhaite pas d'autres enfants. J'ai une enfant unique et j'en souhaite pas d'autres. Et il y avait toujours ce point d'interrogation sur le... Ouais, mais il y a un truc qui me gêne dans ce truc. Est-ce que c'est vraiment ça ? En fait, aujourd'hui, je me rends compte que non seulement ma fille n'est pas ma première enfant, mais elle est ma deuxième. Et du coup, depuis que j'ai ce schéma-là en tête, il y a plus point d'interrogation. Je sais pourquoi j'ai pratiqué cette IVG, parce qu'il y a une histoire dans ma famille qui est très forte et qui relève du crime, clairement. Bon, pas de meurtre, hein, mais qui... Il y a des historiques d'agression sexuelle dans ma famille et je sais très bien que ça a un lien en fait avec ces histoires-là. J'entrerai pas dans le détail parce que c'est particulier, mais que en fait ce choix d'IVG en fait a été un choix m'a permis de casser un schéma récurrent dans mon schéma familial, m'a permis de casser cet engrenage d'agression sexuelle. Et voilà, aujourd'hui, je suis complètement en paix avec ce choix parce que je sais qu'il y a une raison d'être, en fait. Chose que je me suis jamais posée. En fait, je me suis jamais posé de questions. Aujourd'hui, mon IVG fait partie de mon histoire. Je l'ai intégré psychologiquement dans mon histoire. C'est un process encore en cours. Mais je vois toujours pas cet embryon comme un bébé. Parce que ça n'a pas été un bébé. Parce que pour moi, un bébé, c'est quelque chose qu'on désire. C'est... quand on fait une fausse couche, on perd un bébé, on perd un enfant. Quand on fait une IVG, à mon sens, on perd pas un enfant. Ouais. On fait le choix de pas donner naissance à un enfant. Donc c'est justement la grande différence entre les deux. Et ce processus-là, aujourd'hui, il est bien intégré. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer parce qu'en fait, et il y a mon côté militant, en fait, si tu veux, qui était vachement... pris à partie de ça parce que j'ai toujours eu envie de montrer que l'IVG était un choix, est un droit plutôt, et dire qu'en fait ça avait un impact, pour moi c'était desservir la cause. La vérité c'est qu'en fait on sort jamais indemne d'une IVG, c'est pas vrai, il y a aucune femme qui pratique l'IVG par gaieté de cœur. Ouais. Jamais, c'est jamais un choix facile, c'est jamais un choix de confort comme on peut l'entendre. Par contre, c'est quasiment toujours un choix vital. C'est pour ça qu'on peut pas l'interdire et qu'une femme qui veut avorter, même si on lui autorise pas, elle le fera quand même.
au risque de sa vie, au péril de sa vie, elle le fera parce qu'en fait, c'est ce qui la sauvera à l'instant T. Et pendant longtemps, j'ai fait l'amalgame entre séquelles et conséquences d'une IVG et droit et choix de cette IVG-là. Comme si faire ce choix-là, c'était assumer que, en fait, on ne pouvait pas avoir mal, on ne pouvait pas avoir de conséquences, on ne pouvait pas avoir de séquelles, on ne pouvait pas être impacté de ce choix-là, alors qu'en fait, on l'est indéniablement. Mais parce qu'en fait, j'avais tellement peur que les personnes anti-IVG se servent de ça, de cet argument-là pour dire vous voyez, vous allez souffrir. Ouais, oui, bien sûr que ça fait mal une IVG, bien sûr que c'est un choix qui marque à vie, bien sûr, mais avoir un enfant qu'on désire pas aussi. Et ça a des conséquences, avoir un enfant qu'on désire pas, ça a des conséquences sur plus d'une vie. Sur la vie de cet enfant qui n'a rien demandé, sur la vie des parents qui le souhaitaient pas, et sur ça déboule sur tellement de choses après derrière, ça découle sur tellement d'horreurs en fait qui pourraient se produire que non, c'est trop important en fait. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que oui, c'est important de défendre les droits d'IVG, mais que affirmer que ça avait une conséquence ne desservait pas la cause en fait. Très bien. Par rapport à ta fille, est-ce qu'on peut parler un peu de ta Bien fille sûr. ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu... Alors, elle est petite. Ouais. J'avoue que c'est pas un sujet que j'ai déjà abordé. Non, mais est-ce que c'est un sujet que tu penses aborder un jour ? Et est-ce que tu penses faire comme ta mère ? Alors, il n'y a aucun jugement, Ouais, jamais. ouais. Mais faire comme ta mère beaucoup de prévention sur il faut prendre la pilule ou alors il faut se protéger ou peu importe le moyen de contraception. Ou est-ce que tu penses aussi avoir un autre discours ? Alors lui dire, je pense que je lui dirais oui parce que ça fait partie de son histoire et que j'ai pas envie qu'elle ait un point d'interrogation en fait. Donc oui, je lui dirais, là c'est clairement pas à l'ordre du jour parce qu'elle est vraiment beaucoup trop petite, elle a 4 ans, donc c'est clairement pas le sujet. Je pense que quand elle sera plus grande et quand on commencera à aborder des sujets probablement de sexualité et d'éducation sexuelle et de de reproduction. Je pense que c'est un sujet que oui j'aborderai parce que moi je pense pas que le silence serve qui que ce soit. Donc c'est sûr que je l'aborderai. Pour ce qui est de la contraception, elle sera au courant de tout ce qui s'offre à elle. Par contre, la prévention, honnêtement, je suis la preuve vivante que c'est pas... voilà. En revanche, je lui dirais qu'il y a des possibilités pour empêcher une grossesse. Je lui dirais aussi que c'est pas fiable à 100%. Je lui dirais aussi... En fait, ce qui va être important pour moi de lui transmettre, c'est d'être à l'écoute de son cycle menstruel, tout simplement, d'être à l'écoute de son corps. Parce que oui, j'ai appris la pilule, j'ai appris tous les moyens de contraception, mais j'ai jamais appris comment fonctionnait vraiment mon corps, en tout cas. Aujourd'hui, oui, mais pas dans mon adolescence. Et moi, je pense qu'en fait, finalement, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte et que, voilà, elle sera à l'écoute de son corps et elle pourra choisir un moyen de contraception qui lui convient si elle a envie d'en prendre un. Mais parce qu'on est aussi à une époque où on connaît certains risques. Ouais. Des pilules, je pense notamment. Moi, j'ai un moyen de contraception aujourd'hui qui est le stérilet en cuivre, donc pour des raisons qui me sont propres et parce que ça me convient très bien comme ça. Mais oui, je lui évoquerai toutes les possibilités, mais je lui dirai aussi, je pense que c'est important aussi d'expliquer aux enfants comment on fait les bébés, en fait. Eh oui. La question n'est pas arrivée encore. Je sais pas à quel âge elle arrive, cette fameuse La question. Si, elle est arrivée. Et alors, on n'aborde pas la sexualité à 4 ans. Enfin, je pense pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous, à la maison, on n'aborde pas la sexualité en tant que telle. Mais on lui a jamais vraiment caché non plus comment faisaient les bébés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais sorti d'histoire de feuilles de chou ou de rose ou je ne sais quoi. Ou de cigogne ou encore. C'est-à-dire que on lui a bien expliqué que il y avait un ovule et qu'il y avait un spermatozoïde, que l'ovule venait de la maman et que le spermatozoïde venait du papa. On lui a pas tellement expliqué le processus sexuel tout simplement de la chose parce que elle est vraiment trop jeune pour ça. Et que c'est pas une question. Par contre, on lui a jamais caché de comment on faisait les bébés. On lui a juste pas dit qu'il y avait un acte sexuel parce qu'on veut pas entrer dans ces détails-là et que voilà. Mais on lui a toujours dit que,
en employant les termes, bien sûr. Et le jour où elle me posera la question précisément, je lui répondrai précisément, parce que c'est important. Et pas seulement en prévention de grossesse non désirée, tout simplement en prévention d'une éventuelle agression sexuelle, en prévention de plein de choses, parce que, mine de rien, c'est une fille qui sera une femme. Et encore aujourd'hui, en 2021, on n'est toujours pas en sécurité. Donc, en fait, oui, je la mettrai au maximum de la sécurité. Ouais. Et pour ça, il faudra en parler, ouais. Très bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour des gens, savoir comment l'aborder avec des proches, donc quelqu'un qui ne le vit pas, mais comment l'aborder avec quelqu'un qui le vit, une grossesse non désirée, comment accompagner en fait une personne qui vit une grossesse non désirée et qui souhaite pratiquer une IVG? Déjà, je pense que ne pas forcément aborder le sujet si la personne ne l'a pas demandé. Ouais. Parce que ça reste un domaine de l'intime. Si la personne, en revanche, vient vers vous pour en parler, c'est de l'écouter. D'écouter simplement. Et de ne pas conseiller parce qu'on soit d'ailleurs passé par là ou pas. Il n'y a pas de conseil, en fait. Chaque IVG est pratiqué pour une raison qui est propre à la personne. Et ça ne sera jamais la même raison que le voisin ou que la voisine. Surtout la voisine, en l'occurrence. Et donc, il n'y a pas de conseil, en fait. Il n'y a pas de conseil sur comment vivre la chose. Il n'y a pas de conseil sur quel procédé utiliser. Il y a peut-être des conseils de praticiens, à la limite, si on connaît. Pourquoi pas aiguiller la personne sur des personnes compétentes qui ne la jugeront pas, qui l'accompagneront correctement. Mais on ne peut pas conseiller, ou de donner des conseils sur quelque chose qu'on ne vit pas. On ne peut pas dire je comprends ce que tu ressens quand c'est pas vrai. Donc en fait, juste laisser la personne s'exprimer et lui dire qu'à un moment, si elle a envie d'en parler, il y a une oreille attentive en fait. Et qu'elle accueillera la parole tout simplement. Et de laisser la personne vivre son process. C'est-à-dire que si la personne qui vit une IVG décide de reprendre sa vie du jour au lendemain, ne pas lui dire et insister sur le « non mais c'est quand même un truc de fou ce que tu viens de vivre, c'est pas anodin, en fait peu importe ». Elle est juste pas prête à prendre ça parce que c'est un trauma. Ça fait partie des traumas, c'est un traumatisme que le cerveau est bien fait. S'il estime qu'on est prêt à l'encaisser et à vivre le choc, on vivra le choc et on l'encaissera. Si on n'est pas encore prêt, le cerveau mettra ce magnifique trauma dans l'inconscient. Ça ressortira un jour ou l'autre. Ça ressort toujours. Ouais. Mais quand on est prêt. Et si la personne n'est pas prête, il ne faut pas forcer la chose. Très bien. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des podcasts, pour des gens qui vivraient cette IVG ou cette grossesse non désirée et qui n'osent pas en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'en parler, s'ils peuvent utiliser des ressources pour s'accompagner soi-même en fait dans ce processus. Est-ce que tu connais des choses? Alors, il faut être hyper vigilant sur ça. Parce qu'en fait, quand on tape IVG sur Google ou quand on tape « je suis enceinte, j'aimerais avorter », il y a énormément de fausses ressources, en fait, de fake news, de fake informations, de fake tout ce que tu veux, qui sont produites par des personnes qui s'appellent pro-vie. Ouais. Mais sauf que je pense personnellement, et c'est une vraie conviction, qu'ils sont pro la mauvaise vie. Ouais. Voilà, je veux dire, quand on voit que là, encore récemment, en Pologne, ils ont laissé mourir une femme plutôt que de lui enlever son bébé qui était mort déjà de toute façon à l'intérieur d'elle. Je trouve ça assez aberrant. Et des personnes qui pensent comme ça, qui mettent en avant la vie de l'embryon, du fœtus, avant la vie de la femme qui porte cet embryon. Et il y en a beaucoup. Il y en a plus que ce qu'on imagine. Et en fait, malheureusement, dans le référencement Google, ce sont ces sites-là qui passent en premier. Donc, il faut être hyper vigilant. Et à partir du moment où, quand vous en parlez à un organisme qui semble professionnel, et même dans des... Et malheureusement, et c'est toujours assez terrible, même dans des hôpitaux, même dans des plannings familiaux, ça existe aussi des personnes qui sont anti-IVG qui vont, à partir du moment où vous sentez que vous êtes questionné et orienté, il faut partir. Il faut partir parce que ces personnes-là sont mauvaises pour vous. Elles ne vous donneront jamais la possibilité d'un choix éclairé.
parce qu'elles vont vouloir vous faire garder cet enfant. Et si, en fait, c'est vrai qu'on peut avoir une grossesse non désirée à la base et décider de garder après réflexion, et c'est OK. Mais il faut que ce soit un choix vraiment personnel. Il ne faut pas que ce soit influencé par qui que ce soit, sinon c'est pas un choix. Donc il faut faire très attention. Il y a le site ivg.net, en l'occurrence, c'est un site de désinformation. Ouais. Donc il ne faut pas y aller. Les sites... En plus, ils utilisent .net, Ouais. qui est le je sais pas comment on dit, mais l'extension des associations en général, Ouais. quoi. Mais il y en a plein, hein. Il y a des fakes, des sites anti-IVG. Là, je les vois, je les ai sonnés. Il y a ivg.net, il y a sosbb.org, il y a écouteivg.org. Tout ça, il faut pas y aller. Il y a... Mais en fait, c'est compliqué parce que tu vois, là, j'ai tapé, et à l'instant T, numéro écoute IVG sur Google. Et ben les premiers qui ressortent, c'est écouteivg.org, ivg.net. Ouais. Non, ce qu'il y a de plus simple, c'est de vous rapprocher d'un planning familial, en fait. Il y a toujours des personnes qui sont pas à l'écoute, mais il y a quand même majoritairement des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous éclairer sur un planning familial. Le planning familial le plus proche de chez vous, de votre ville, et voilà. Après, il y a la magie des réseaux sociaux aussi qui peuvent vous aider. J'ai pas de numéro parce que je les ai jamais vraiment utilisés finalement moi, et j'ai eu la chance peut-être de tomber sur les bonnes personnes, mais en parler déjà à vos praticiens, à vos médecins, vos gynécologues, vos sages-femmes, en parler à votre entourage, parce qu'en fait l'IVG finalement ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine, même si on le dit pas, et que peut-être que dans votre entourage il y a quelqu'un qui l'a vécu et qui pourra vous aiguiller. Et pourra vous diriger vers des praticiens qui sont respectueux et qui pourront vous écouter pour de vrai, ou alors au contraire justement vous dire de ne pas aller voir la personne parce qu'ils auront été mal reçus, mais en parler. C'est parfois difficile selon le milieu d'où on vient, il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile, selon la religion, selon plein de choses, mais essayez de trouver une personne safe en fait. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé autour de l'IVG? Est-ce que tu as encore un mot à dire? Non, je pense pas. Je pense que c'est assez clair. Très bien. Voilà. Puis si on vous fait croire que l'IVG vous empêchera d'avoir des enfants plus tard, c'est pas vrai. Ouais, tu en es la preuve vivante. Ouais, j'ai été très fertile aussi sur mon deuxième enfant, donc voilà. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ouais. Si ça arrive, c'est des pourcentages tellement minimes, et puis on est en 2021, ça arrive vraiment très très peu. Et donc c'est pas vrai. C'est pas parce que on tombe enceinte par accident et qu'on décide de pas garder cet enfant que le jour où on désire avoir un enfant, ça pourra pas se reproduire. Et même si le jour où vous désirez un enfant, ça met du temps, faut pas culpabiliser parce que c'est pas à cause de l'IVG. C'est jamais à cause de l'IVG. Ouais. Voilà. Et puis ce n'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute, c'est la fucking nature qui vous a mis un contretemps. Mais n'empêche que rien n'arrive par hasard. Écoute, on va finir là-dessus. Je pense que c'est la meilleure phrase. Ça sais pas sera combien de peut-être fois. le titre de Écoute, l'épisode. je sais pas. Non, peut-être pas, parce que je pense que dire ça sur un épisode sur l'IVG, c'est un peu violent, Non. parce que voilà. Mais ouais, n'empêche que c'est vrai que c'est dur, qu'on préférait que ça n'arrive pas. Que si ça arrive, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui l'ont vécu aussi. Et puis, tu me demandais une ressource, ton épisode de podcast en est une. Donc voilà, à l'occasion, si vous avez aussi envie ou besoin d'en parler, je suis là aussi, je suis disponible, et il y a toujours possibilité d'en parler, quoi. Très bien. Merci Voilà. beaucoup, Élise. Avec plaisir, Manon. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Élise sur son podcast Prenons un café, mais aussi sur Instagram sous le pseudo @Élise-Prenons un café. Quant à nous, on se retrouve sur Instagram @100tabou-, sur le site du podcast 100tabou-podcast.com, et même par mail si vous voulez nous confier votre histoire sur un sujet tabou. Écrivez-nous à 100tabou.podcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode et que ce sujet vous touche et que vous avez, comme nous, envie que le tabou se lève sur l'avortement, je vous invite fortement à partager l'épisode tout autour de vous, que ce soit à vos proches, à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur votre appli d'écoute habituelle et même mettre une bonne note et un gentil commentaire. Ça aide à ce que le podcast grandisse et la parole se libère. Je vous laisse avec Jo pour le prochain épisode dans 2 semaines. Je vous dis à bientôt sur le podcast et en attendant, prenez soin de vous.